Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne, et toutes les 2 semaines, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants, faits pour vous inspirer. Parcourir un peu plus de 3200 km à pied de la frontière mexicaine en remontant jusqu'à la frontière canadienne, c'est le défi un peu fou que s'est lancé Antoine Scuvé, mon invité pour ce 2e épisode. Runner passionné, il décide en 2018 de partir sillonner durant 3 mois le Pacific Crest Trail, un sentier de grande randonnée de plus de 4000 km au total. Dans cet épisode, il nous raconte son aventure, du moment où l'idée a germé dans son esprit jusqu'à son retour en France 3 mois plus tard. De son témoignage, on ressent un goût particulier pour le dépassement de soi, mais plus largement pour la vie avec un grand V. S'il y a bien une chose qui régit les choix d'Antoine, c'est surtout de ne jamais avoir de regrets. Il nous invite d'ailleurs à faire tomber toutes ces barrières que l'on peut se mettre soi-même et qui nous empêchent de vivre passionnément. Aventurier ou non, on a donc tous quelque chose à retirer de son témoignage. Alors je vous laisse sans plus attendre avec cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors en préparant cette interview, je suis allée sur ton site internet où tu racontes l'aventure dont on va parler dans cet épisode. Et dans la rubrique à propos, donc j'ai trouvé quelques lignes où tu t'es décrit comme géographe, grand rêveur et infatigable coureur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi avant l'aventure dont on va parler par la suite? Ouais, je peux même parler de moi avant la course à pied, ouais. Parce que si je suis un infatigable coureur aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, jusque vers 14-15 ans, j'étais plutôt gros. D'ailleurs, ma mère m'appelle toujours mon gros. Je faisais pas du tout de sport. J'étais le dernier qu'on choisit dans une équipe à l'école quand on fait des équipes de sport. Et un jour, mon père est parti faire une course. C'était le dimanche matin, il allait courir, puis il revenait. Puis je le voyais tous les dimanches matins partir avec ses affaires, revenir. À chaque fois, il avait l'air heureux d'aller courir dimanche matin. Et un matin, je me suis dit, bon, je vais accompagner mon père. Et je suis parti avec lui sur une course, donc c'était dans le sud de la Belgique. J'habitais en Belgique jusque mes 25 ans. Et je suis tombé amoureux. En fait, je suis revenu, j'ai dit à ma mère, mais c'est super, on court à cette vitesse-là. Puis j'ai simulé dans la cuisine, je sais pas, une vitesse. Enfin, j'ai essayé de courir le plus vite possible. Et du coup, j'ai attrapé le virus et j'ai commencé à courir dès le début, dès la première fois. Même si j'avais pas d'entraînement, c'était. T'as pas souffert? Enfin, non, c'était les sensations, les endorphines. Enfin, je sais pas, mais dès le début, j'étais. Convaincu. Ouais, convaincu. Et du coup, après, j'ai plus arrêté. Et entre 2004, donc j'avais 16 ans, entre 2004 et 2008, je pense que j'ai fait au moins 300 ou 400 courses officielles. Je faisais pratiquement une course tous les week-ends. Et je m'entraînais de plus en plus et j'étais vraiment devenu addict. Et puis voilà, ça m'a plus quitté depuis. Et donc ça, c'est la course à pied. Ouais. Et du coup, je me suis blessé en 2008. J'ai arrêté pendant plusieurs années de courir. Je me suis mis à d'autres sports. J'ai fait du badminton. Je faisais de la marche. Mon père m'a initié aussi. On est parti en Corse faire pas le GR20, mais un autre sentier de randonnée. Ouais. Et du coup, j'ai toujours aimé le sport et le dépassement de soi. Mais j'avais mis de côté la course à pied entre 2008 et 2013, donc pendant 5 ans quand même, à cause d'une blessure au genou. Et j'y suis revenu tranquillement en me disant tiens ça me manque, j'ai repris tranquillement et puis voilà, je suis plongé dedans et là ça fait de nouveau 6-7 ans que je cours. D'accord. Et donc géographe, c'était ton métier? Et géographe, oui, c'était mon métier. Je suis sorti en Belgique, on a les humanités, on sort à 18 ans. À 18 ans, je savais pas quoi faire. Je me suis engagé dans l'armée. J'ai fait 1 an dans l'armée parce que j'aimais le sport et c'était l'occasion de faire du sport, avoir un esprit d'équipe. Enfin, c'était quand on sait pas quoi faire à 18 ans, c'était une bonne solution. Et je suis sorti après 1 an parce que c'était comme un service militaire, donc juste 1 année, en me disant bon, qu'est-ce que tu fais, t'as maintenant 20 ans, qu'est-ce qui t'intéresse? Et en fait, tout m'intéressait. Les sciences, l'histoire, enfin, il y avait plein de domaines et du coup, j'ai cherché un peu et la géographie, c'était à la fois de l'histoire, c'était à la fois des sciences, c'était à la fois le côté humain avec les habitants, leur mode de vie, tout ça. Donc en fait la géographie, ça comprenait tout ce que j'aimais. Et je me suis lancé dans les études de géographie. Et voilà, j'ai fait 3 ans en Belgique et puis je suis arrivé à Paris pour mon master. Mais depuis, je suis resté parisien. Ok, donc ensuite tu as travaillé dans ce domaine-là? Oui, en sortant, donc je faisais
mon master à Paris. Donc en fin de master, j'ai cherché un stage de fin d'études et j'ai trouvé un stage au LEPAC. C'était un laboratoire d'analyse politique. Il était connu parce qu'on faisait le dessous des cartes, l'émission de géopolitique sur Arte, voilà. Et du coup, j'ai décroché un stage là, et c'était vraiment le rêve. Depuis que j'étais gamin, je regardais cette émission de géopolitique sur Arte, et je me suis dit, ça, c'est un rêve d'aller là-bas. Et j'avais décroché le stage. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, Antoine, t'es belge, ça fait 15 ans qu'on comprend rien à la Belgique, à leur système politique, fais-nous une émission sur la Belgique. Et du coup, j'arrive, je dis, ok. Et je fais une émission sur la Belgique. Et je me souviens, on était à une réunion, j'avais rendu mon texte, et Jean-Christophe Victor, donc c'était le présentateur de l'émission, celui qui a créé l'émission, il me regarde, il fait Antoine, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Donc c'est ma première émission et je fais oh. Et après mon stage, ils m'ont dit on veut vous garder, on vous propose un contrat d'auteur chez nous, et du coup je suis resté pendant 3 ans à faire cette émission avec Jean-Christophe Victor, qui est décédé en décembre 2016, et du coup j'ai continué encore après avec la nouvelle formule de l'émission, mais finalement j'ai décidé de partir vers d'autres horizons. Mais oui, c'était vraiment pendant 3 ans la vie de rêve, écrire une émission de géopolitique à la télé. Génial. Et donc tu dis que tu as décidé de partir pour de nouveaux horizons. Oui. Est-ce que ça nous amène à peu près début 2018, tout ça? Tout à fait, oui. Et donc ça nous amène, je suppose, à l'aube du grand départ. Du grand départ. Donc en fait, début 2018, tu quittes le dessous des cartes. Oui. En fait. Un an avant, donc en 2017, je suis parti aux États-Unis. Non, mais en 2016, je suis parti aux États-Unis faire un voyage. Je m'étais séparé de ma copine et j'avais envie de me retrouver seul avec moi-même. Et du coup, je suis parti en Californie marcher sur le John Muir Trail. Donc, c'est un sentier de randonnée qui fait 350 km dans la Sierra Nevada. Et pendant 350 km, on est vraiment tout seul. Il n'y a pas une route, il y a rien. On départ à un point et le point suivant, là où il y a de la civilisation, là où il y a moyen de se ravitailler, c'est 350 km plus tard. Donc c'est à peu près 10 jours. Là, on est seul avec soi-même et la nature. Et en faisant cette expérience, je me suis dit tiens, mais j'aimerais bien plus. Et le John Muir Trail, là, ce petit sentier, enfin 350 km, oui, c'est ça, tout est relatif. C'est pas un petit sentier, mais après on comprendra pourquoi tu dis que c'est petit. Eh ben, ça faisait partie d'un plus grand sentier qui s'appelle le Pacific Crest Trail, et du coup, qui est un sentier qui relie le Mexique au Canada. Et donc, en 2016, en faisant ce sentier, le John Muir Trail, je me suis dit tiens, un jour, j'ai envie de revenir pour faire le grand morceau. Et c'est avéré que quand j'ai quitté mon boulot, je me suis dit c'est le moment. J'ai 29 ans, j'ai pas d'attache dans le sens où j'ai pas encore un enfant où j'ai pas de maison, je suis libre de partir plusieurs mois. C'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est maintenant ou jamais de le faire, avant de faire peut-être fonder une famille, acheter une maison, avoir un emprunt remboursé quoi. Là ici, j'avais pas de contraintes. Et je sentais que c'était le bon moment et que j'en avais besoin après 4 ans aussi dans le même boulot, et avec le décès de Jean-Christophe Victor qui avait été difficile pour ceux qui faisaient l'émission. Je me suis dit tiens, il faut une coupure sur ouais. C'était le bon moment pour te lancer. Ouais. Donc j'allais te poser la question comment t'es venue l'idée, mais t'expliquais que t'avais fait une première partie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le déclic entre c'est le bon moment et ça y est, je me prépare. Comment on fait pour du jour au lendemain prendre son billet d'avion et se dire c'est bon. Ouais, déjà on en discute avec sa copine parce que pour le coup j'étais avec je suis toujours avec Aurélie, mon amie, et du coup partir comme ça sur une longue période, donc là je suis parti 3 mois. Bon, quand on est seul c'est facile, mais quand on est à deux ça implique aussi des choix sur se mettre d'accord sur si c'est le bon moment pour le couple aussi. Et du coup d'abord c'était d'en discuter, mais dès le départ quand j'ai rencontré Aurélie le premier soir, là on s'est rencontrés dans un café, je lui ai dit je vais partir marcher, faut que tu saches, je vais partir marcher. Et du coup là c'était 2 ans plus tard, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, et elle savait que j'avais cette envie de partir, donc ça elle m'a soutenu parce que j'étais soutenu par ma copine, mais j'étais pas nécessairement soutenu par mes parents, parce qu'en soi à 30 ans dire à tout le monde tiens je quitte mon CDI, pourquoi, pour partir marcher aux États-Unis 3 mois et après tu fais quoi en retour, chômage, voilà. Donc c'est pas nécessairement, enfin les parents avaient plutôt peur, se dire c'est le bon moment pour partir, t'es sûr, c'est pas facile le contexte de l'emploi aujourd'hui et tout. Donc j'avais pas nécessairement le soutien de mes parents, mais j'avais le soutien de ma copine, le soutien de mes frères, des amis qui me disaient oui c'est trop fou, vas-y pars.
Donc voilà, j'avais quand même du soutien. Et moi, je sentais quand même que c'était le bon moment, qu'il fallait que j'y aille. Et si je le faisais pas, surtout, j'allais regretter de pas le faire. C'était plus fort que toi. Et regretter quelque chose, je pense, c'est le pire le pire. Il faut mieux essayer. Et puis, même si ça fonctionne pas, faut pas avoir de regrets, quoi. Et comment ça se prépare? Parce que tu parlais de 10 jours, 320 km. Là, c'est combien de kilomètres? Là, du coup, moi, j'ai choisi l'option difficile parce que pour partir aux États-Unis, on peut soit avoir un visa qui dure 3 mois. C'est le visa qui est le plus simple à avoir, soit avoir un visa qui dure 6 mois. Mais ça, il faut se battre pour l'avoir et c'est plus cher. Et du coup, comme vis-à-vis de ma copine, c'était déjà long 3 mois, je me suis dit, bon, on va essayer de le faire en 3 mois. Mais 4200 km divisé en 90 jours, ça fait plus de 42 km par jour. Donc ça fait un marathon par jour pendant 100 jours. Du coup, c'était... je savais que j'allais pas arriver jusqu'au bout, qu'il allait me manquer 1 ou 2 semaines ou 3 semaines peut-être pour terminer. Mais ça, je le savais dès le début et ça m'a pas freiné parce que l'aventure, c'était pas la destination, c'était vraiment le voyage. C'était me dire, tiens, je vais faire pendant 3 mois ce que j'aime et si j'arrive pas au Canada, je pourrais repartir à un autre moment faire les derniers kilomètres. Le petit bout qui te manque. Mais oui, c'était vraiment l'aventure plutôt que la destination parce que sinon autant aller directement au Canada puis on y arrive. Prendre un petit avion de Mexique au Canada. On n'est pas obligé de faire 4200 km pour arriver au Canada à pied. Et du coup voilà, comment je me suis préparé, je suis toujours sportif à la base donc j'étais quand même en bonne condition. Après le corps il fait des miracles tout seul entre le premier jour, je sais pas si on peut déjà parler des premiers jours. si tu veux, vas-y. Le premier jour, j'ai marché 30 km, donc ça paraît beaucoup déjà. Pour moi, c'était énorme. J'ai marché 30 km avec mon sac qui faisait 10 kilos. À la fin de la journée, j'avais mal aux pieds, je me suis effondré, j'ai à peine planté ma tente, j'ai à peine réussi à manger tellement j'étais fatigué. Puis je me suis dit... il y en a 89 autres. Ouais, si je vais dormir et le lendemain, est-ce que je vais repartir, c'est la question. Et en fait, après une nuit de sommeil, le corps il se réveille et il est réparé et puis il dit ok, c'est bon, je peux repartir. Et puis après une semaine, c'est plus 30 km, c'est 40 km. Et puis après 3 semaines, c'est 50 km. Ouais. Et on enchaîne les journées à 50 km par jour et on se dit waouh, comment je peux faire ça? Ouais. C'est une vraie machine. Une vraie machine de corps, ouais. Ouais. Et t'avais des craintes avant de partir? Est-ce qu'il y avait des choses qui t'effrayaient ou Il y avait surtout, je partais assez tard. En fait, c'est un sentier là où les gens commencent à marcher début mars. Donc là, les premiers cette année sont partis début mars. Avril, il y a la majorité des gens qui partent. Et mai, c'est que ça commence à être très tard parce qu'on part du Mexique. Donc du coup, en mai, ça veut dire traverser la Californie du Sud. Pendant les périodes de grosse chaleur. Donc la principale crainte, c'était l'eau. Et il y avait des moments là où j'avais un bidon de 4 litres, plus 3 fois 1,5 litre, donc j'avais presque 8 litres avec moi. Et c'était vraiment ma crainte, c'était pas avoir d'eau. Parce que on est au milieu de rien, et parfois le premier point d'eau, il est à 50 km. Donc c'est juste se dire, voilà, si on a soif, il faut juste marcher, ou... Enfin, il y a une histoire qui est racontée à tous ceux qui débutent ce chemin, c'est qu'il y en a un, le premier jour, il a dû appeler les secours parce qu'il était à 20 km du départ et il avait plus d'eau. Et il a dû appeler les secours et ils ont dû le chercher par hélicoptère parce qu'il était desséché, quoi. Et après 20 km, donc il avait prévu, je sais pas, 1 ou 2 litres d'eau. Et c'est juste qu'on boit 2 litres par heure tellement il fait chaud. Et donc, alors qu'il était à 20 km du point de départ. Donc, c'est juste l'eau, c'était vraiment ma principale crainte. Et il y a eu un jour où j'ai manqué d'eau sur 1 heure. Et 1 heure, mais ça paraît court comme ça quand nous, on a nos vies avec un robinet pas loin, quoi. Mais 1 heure sans eau, quand j'étais dans le désert, j'avais la bouche qui était sèche, j'arrivais pas à avaler, c'était vraiment très long. Ça devient une obsession. Ouais, ça devient une obsession et on pense à l'eau tout le temps, on pense à la glace, je veux une glace. Et mais du coup, c'était vraiment l'eau. En tout cas, pendant le premier mois, parce qu'après, en Californie du Nord et dans les autres États qu'on traverse, il y a beaucoup plus d'eau. Mais le premier mois, c'était vraiment l'eau, la principale préoccupation de mes journées. Tu m'étonnes. Le jour J, donc c'était le 24 mai, si je dis pas de bêtises. Tu arrives sur le sol du coup mexicain ou j'étais à la frontière, vraiment, oui. Qu'est-ce que tu te dis? À quoi tu penses à ce moment-là? Je suis monté dans un bus à San Diego jusqu'au point de départ et il y avait 2 filles dans le bus avec des sacs à dos aussi. Forcément, quand on se reconnaît tout de suite, on est 3 personnes dans un bus avec des sacs à dos. On va tous vers le terminus du bus qui est à la frontière. Donc, il y avait une Française et une Australienne. Et du coup, on était
tous les trois stressés en train de se dire mon Dieu, on part pour une aventure de plusieurs mois. C'est difficile parce qu'autant on a prévu la première nuit, on sait à peu près là où on va dormir, mais après c'est l'inconnu, quoi. Il peut se passer tellement de choses. Et du coup, on était tous stressés, mais on était contents d'être trois pour se dire voilà, on n'est pas seul pour les premiers miles, on n'est pas seul parce que tout est en miles. Il faut faire la conversion chaque fois, se dire tiens, c'est pas des kilomètres mais c'est des miles. Et on était contents d'être à trois du coup pour le départ, et puis on s'est rapidement séparés parce que chacun a son rythme, mais au moins le départ j'ai pas fait seul. Et après, même si la journée je me suis retrouvé seul plus tard, mais j'étais content d'être avec des gens, partager quelques photos devant le monument, parce qu'il y a un monument au départ et puis il y a un monument à l'arrivée avec départ du Pacific Crest Trail et puis arrivée, vous avez marché autant. Donc un grand moment, ouais. Mais pas seul, au moins tu te lances, ouais. t'es pas tout seul. Tu te retrouves ensuite seul. Est-ce que toutes les journées se ressemblent, ou une journée, je sais pas, une journée type sur le Pacific Crest Trail? C'est drôle parce que quand j'envoyais des photos à ma copine ou à mes parents, elle me dit tiens, une fois les paysages se ressemblent, chaque jour ces paysages se ressemblent, mais en fait c'est tellement beau et tellement grand que moi j'avais jamais l'impression que ça se ressemblait. Tous les jours j'étais émerveillé par la nature et par l'immensité surtout des paysages. Et la journée type s'est levée à 6h, moi qui suis pas matinal, 6h c'est assez tard. J'étais toujours le dernier dans ma tente, j'entendais des randonneurs passer à 5h ou 5h30, parce qu'en fait comme il fait très chaud, on marche tôt le matin, mais donc moi c'était levé à 6h, 6h30, et puis à 7h grand maximum je commençais à marcher, ou j'essayais de partir avant 7h. Et comme je marchais seul et pas dans un groupe, j'étais assez libre de tous mes arrêts, du rythme que je me donnais, et du coup moi j'aimais bien marcher, j'avais de toute façon pas le choix parce que j'avais que 90 jours et je voulais aller le plus loin possible, et du coup je faisais peu ou pas de pause, je marchais et ça me convenait. Je sais pas si ça conviendrait à tout le monde parce que il faut aimer le dépassement physique, parce qu'il y a des moments où j'aurais pu me dire tiens, je peux me poser, un endroit est beau quoi, mais moi j'aimais le dépassement physique, me dire tiens, je vais plus loin qu'hier, je dépasse un peu mes limites, je vois mon corps qui change, je perds des kilos, je prends des muscles sur les cuisses, j'aimais bien voir cette transformation de mon corps, j'aimais bien juste avancer quoi, dévorer des miles et puis me dire le soir waouh, t'es là alors que t'espérais arriver seulement là. Enfin, j'aimais vraiment bien le côté dépassement et rattraper des gens, croiser. Du coup je croisais beaucoup de monde parce que je les rattrapais. Moi je plantais ma tente à 19h ou à 20h alors que les gens qui avaient commencé à marcher à 6h à 3h ou 4h de l'après-midi s'arrêtaient, mais moi je marchais encore 2-3 heures après en me disant il faut continuer à avancer. C'est vraiment une mule. Ils appellent ça les mules, ceux qui avancent et qui s'arrêtent jamais et qui foncent, mais il y en a quelques-uns comme ça. Je suis pas seul fou à faire ça, parce qu'il y en a qui le font encore plus rapide que moi. J'ai croisé une femme un soir qui a terminé en 2 mois, donc 4200 km en 2 mois. Ça fait 60 km par jour, et c'était une femme qui devait faire 50 kilos. Donc c'est pas une question de bonhomme ou quoi, hein. Moi quand j'ai vu cette femme là, elle t'a tué. Elle m'a dit ce qu'elle faisait comme journée. J'ai fait non, mais moi je peux pas suivre, hein. Et moi j'avais l'impression d'être dans les meilleurs, mais il y a toujours meilleurs que soi heureusement, mais il y avait des extraterrestres sur le chemin qui avalaient des kilomètres à une vitesse folle, et dont elle, et qui a fait d'ailleurs, c'était leur corps féminin cette année-là, et c'est elle qui l'a fait. Et je l'ai croisée un soir à 22h, elle faisait sa lessive, et une fois que sa lessive a été finie, on était en ville, elle est repartie sur le chemin pour marcher jusqu'à minuit encore à la frontale avant de repartir le lendemain, donc voilà. Impressionnant. Ouais. Mais d'un autre côté, il y avait aussi je me souviens d'un Anglais qui avait 60 ans, qui était retraité de l'armée, et moi on avait fait une journée ensemble, on avait marché 30 miles, donc 48 km, la conversion dans l'autre sens. C'est dur. On avait marché 48 km, et je me souviens, moi j'étais explosé à la fin de la journée, je m'écroule par terre, et lui il arrive, je pensais pas qu'il allait marcher autant, il arrive aussi, il pose son sac et il s'effondre aussi par terre, forcément il était crevé, et puis je le regarde, je me dis waouh, lui il a 60 ans, il est crevé, mais il a 60 ans. Moi je suis crevé, j'ai 29 ans, je suis en pleine forme, et lui il a le même poids sur son sac que moi. Il est là, il y a des grandes leçons de vie aussi sur des gens qui sont plus âgés, qui avaient des gens qui avaient du surpoids au départ aussi, qui se lancent dans cette aventure pour perdre du poids. Enfin, il y a plein de gens différents. C'est extrêmement riche, les rencontres qu'on fait. Ouais. Vous êtes beaucoup, tu croises beaucoup de personnes dans une journée? Il y a une limitation au départ de 25 départs par jour.
ou peut-être un peu plus, 30, 35. Mais il y a une limitation pour pas qu'il y ait trop de monde sur le sentier, parce que c'est des parcs nationaux principalement protégés. Ouais, toute la Californie, c'est des parcs nationaux, et donc du coup, ils veulent pas qu'il y ait trop de monde. Comme on part tous au même moment, on va camper plus ou moins aux mêmes endroits. Enfin, on n'a pas tous les mêmes plannings, mais on campe dans les mêmes endroits. Il faudrait pas trop abîmer la nature, donc ils font un système de quotas. Donc on n'est jamais beaucoup. Il y a des journées, je rencontrais personne. C'est arrivé 2-3 fois, et là c'est un peu dur de croiser personne parce qu'il y a pas de contact, ne fût-ce qu'un bonjour ou quoi. Et on rencontre des animaux, hein. Il y a des serpents, il y a des biches partout. Il y a beaucoup d'animaux, mais croiser personne, c'est assez dur. Ne fût-ce que si on se dit tiens, ici s'il se passe quelque chose, si j'ai un petit souci ou quoi, il y a personne pour nous dépanner. Mais souvent c'était on va dire 5 à 10 personnes par jour. Ouais, donc il y a quand même du monde. Enfin, pour moi, c'est quand même du monde. Oui. Il y a moyen de discuter, d'échanger sur c'est où le prochain point d'eau. Voilà. Qu'est-ce que vous faites vous ici? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur Oui, chacun a son histoire. Ouais. Il y en a qui collectionnent les grands sentiers de randonnée. J'ai croisé un homme qui avait peut-être la soixantaine aussi et qui avait marché plus de 10 fois, je pense, le tour de la Terre. Il avait fait tous les chemins. En fait, aux États-Unis, il y a 3 grands chemins. Il y a le Pacific Crest Trail, il y a l'Appalachian Trail et il y a le Continental Divide. Et à eux 3, ils font, je pense, 15 000 kilomètres ou 4 plus 5, ouais, peut-être 13 000 kilomètres. Et lui, il avait fait 3 fois les 3 aux États-Unis. Et là, c'était son 3e Pacific Crest Trail. Et je le regardais, je lui disais mais comment on peut, enfin c'est dur quand même hein, comme aventure, mais comment on peut faire 3 fois ça et rester émerveillé et tout. Et ici avec le recul là maintenant, ça fait 6 mois que je suis revenu. Bon si je devais le refaire, peut-être que je préférais faire un autre, mais si j'avais l'opportunité de le faire et que je pourrais le refaire, je savourerais quand même tout autant. Oui. Donc je comprends que si lui il a le temps, c'est un type qui écrit des bouquins sur il vit du voyage du coup. Et si on peut vivre de ça, ça doit être quand même une aventure formidable de faire ça. Sa femme marche avec lui, là elle marche pas avec lui, mais ils sont en couple, ils partagent ça. Ouais. Ils ont fait le tour du monde à vélo plusieurs fois. Enfin c'était un aventurier. Quand je l'ai croisé, j'ai juste vu un vieux monsieur, puis il y en a un qui m'a dit t'as croisé le vieux monsieur Gary Hobbs, quelque chose comme ça. Et je fais oui, c'est qui? Mais c'est une légende. Ah d'accord. Très bien. Comment tu t'organises pour manger? Et pour boire, tu parlais déjà sur la toute petite portion de la distance entre les ravitaillements. T'as un sac à dos, je suppose, qui doit pas être trop lourd. Non, c'était oui, maximum 8 kilos sans eau et nourriture. Donc 8 kilos, c'est les affaires pour 3 mois. Donc il y a quoi dans un sac à dos d'aventurier? Il y a une tente, un petit sac de couchage et un matelas de sol. Ça, c'est la base. Vraiment le truc qu'on peut pas déroger. On peut pas déroger, voilà. Et puis après, il y a un petit réchaud pour ceux qui veulent manger chaud. Il y en a vraiment qui sont des extrémistes hein, sur le poids. Il y a des gens qui partent avec 4-5 kilos. Et donc eux, par exemple, c'est pas de réchaud. Ils mangent froid pendant 3-4 mois, ils mangent froid. C'est un choix. Moi, je voulais manger chaud parce que ça, le soir, quand il fait un peu plus frais ou quoi, c'est quand même agréable. Après, il y a une petite veste doudoune, il y a un couteau, une gamelle, une tenue de rechange. Mais il y a vraiment que le minimum pour vivre. T'avais rien oublié avant de partir? Non. T'avais pas peur d'avoir oublié quelque chose? On c'est marrant, mais on s'attache à plein de choses en se disant tiens, je vais en avoir besoin. Mais en fait, on voit il y a vraiment tout qui est enfin, il y a peu de choses qui sont vraiment indispensables en fait. Là ici pour 3 mois, j'ai même eu des choses que j'ai pas utilisées, que j'ai pas utilisées. Du coup, j'avais pris une polaire et une doudoune. C'était trop. Je devais juste prendre une doudoune ou juste la polaire, mais c'était trop. Et tu l'as laissé ou pour non, alléger? Moi j'ai marché tout le long avec. C'est la même chose. J'avais pris des bâtons de marche en me disant tiens, je vais marcher 40 km par jour. Ils me font des bâtons. Je n'étais pas utilisé avant 2 mois, donc j'avais déjà fait 3000 km avant de les prendre. Mais ouais, c'était. Enfin, on a toujours envie de prévoir tout ce qu'on pourrait prévoir en fait, alors qu'il faut se laisser surprendre par l'inconnu, et puis après on peut toujours s'adapter. Moi j'ai cassé mon sac après un mois, j'ai cassé la bretelle. En fait j'ai fait du stop pour aller changer en ville, donc on est toujours proche de quand même quelque chose. S'il nous manque quelque chose, j'ai vu des gens se faire livrer par Amazon sur le bord du chemin à un carrefour, parce qu'il y a quand même des endroits où le chemin il croise des routes.
on est quand même aux États-Unis, c'est pas la jungle non plus, donc il y a quand même ce confort-là de se dire s'il manque quelque chose, il y a une ville à 300 km, c'est une semaine de marche. Voilà. Ça presse pas. On disait du coup entre les ravitaillements avant qu'on arrive sur le fameux sac à dos, mais je pense que c'était important de savoir que... Les ravitaillements, c'est tous les, on va dire tous les 200 km en moyenne. Ça fait 4 grosses journées ou 6 petites journées. Ouais, après tout le monde au début quand on dit tiens une journée c'est 40 km, tout le monde fait oh non mais j'arriverai jamais à marcher 40 km. Mais vraiment n'importe qui peut après 2-3 semaines de marche marcher 40 km par jour, on marche à 5 km heure, il y a 8 heures de marche, ça veut dire si on commence à 7 heures, ça fait finir à 15 heures. Enfin si on rajoute une heure à midi, ça fait finir à 16 heures, c'est pas des énormes journées non plus. Donc tout le monde peut le faire, c'est juste qu'il faut se laisser le temps au corps de s'adapter, il faut peut-être laisser 2-3 semaines avant de marcher autant, mais vraiment 20 miles, donc ça fait 32 km, c'est le minimum que tout le monde arrive à faire, 32 km par jour. Et donc s'il y a 300 km, oui, ça fait 6 jours de marche. Il faut prévoir 6 jours de ravitaillement en nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est tout ce qui est lyophilisé, donc c'était des nouilles. J'ai mangé des nouilles tous les soirs pendant 90 jours. J'ai réussi à pas être dégoûté. J'étais plus dégoûté de la purée en poudre. Ça avait vraiment plus de goût à la fin. Et sinon, des bars, style Cliff Bar ou des sneakers. C'était vraiment, on se battait pour avoir des sneakers. Et mon dentiste me déteste, mais je mangeais 6 sneakers par jour, peut-être minimum 6 sneakers par jour à la fin, parce que en fait on perd tellement de calories. Au début je m'alimentais pas assez, et après un mois je me suis pesé dans un hôtel et j'avais perdu 10 kilos. Donc donc les sneakers ouais, quand en fait il fallait manger, et pourtant je mangeais beaucoup, mais quand on fait 40-50 km par jour, il faut manger... Surtout avec la chaleur, je suppose que tu perds encore plus. Je perdais beaucoup, pourtant je buvais aussi énormément, mais je m'attendais pas à perdre autant. La principale cause d'abandon sur ce chemin, c'est pas la difficulté, mais c'est le fait que les gens perdent du poids. Et c'est difficile de s'alimenter parce qu'on veut pas que nos sacs soient trop lourds, donc on prend pas trop non plus, mais il faut manger quand même... 4-5 000 calories par jour. Ouais, c'est énorme. Et ce qui est énorme, c'est 2 fois ce qu'on mange d'habitude, et du coup, il faut vraiment prévoir plus de repas, quoi. D'accord. Donc à chaque ravitaillement, tu prends 8 litres d'eau. Enfin, c'est. Et l'eau, j'avais un filtre à charbon. Ah, ok. Parce que l'eau, on en trouve peut-être tous les 30-40 km au début, donc ça va. Mais à partir de après un mois de marche, j'ai cassé mon filtre et et le sac à dos. Ouais. Les deux. Et je me suis dit tiens, est-ce que ça vaut la peine de filtrer l'eau, parce que on était en montagne et c'était de l'eau de source beaucoup. Et je me suis dit bon, je vais pas filtrer, et je vais faire attention. Je prenais l'eau quand même dans les petites rivières ou dans les sources. Vraiment, plus l'eau est froide, plus ça veut dire qu'elle est sortie de la terre il y a pas longtemps. Et je suis pas tombé malade une seule fois. En prenant dans un grand ruisseau, je me suis dit ça c'est une mauvaise idée, mais j'avais pas le choix, j'ai quand même bu. J'avais pas de filtre de toute façon. Et bon là j'ai été malade, mais sinon j'ai pas été malade pendant les 2 derniers mois sans filtrer mon eau. Donc ouais, voilà, c'est le côté c'est le côté aventure aussi, mais tout le monde ne filtre pas son eau de façon, donc après le corps s'habitue, la flore intestinale s'habitue aussi. On est quand même dans des espaces qui sont, enfin c'est l'Est américain, enfin non c'est l'Ouest américain, c'est des grands espaces, il y a pas de pollution industrielle, il y a pas de pollution chimique, enfin c'est quand même des espaces qui sont préservés, donc il y a pas de risque, à part le principal risque c'est qu'un animal soit malade et soit décédé dans l'eau ou quoi, mais non, il y a très peu de risques, donc du coup je prenais pas un risque insensé en filtrant pas mon eau, quoi. Ouais. Pendant tous ces kilomètres, quand tu fais une journée à 40 km, à quoi on pense? Alors, la plupart du temps, on est simplement émerveillé par la nature, et après un certain nombre de jours, le corps il se met sur pilote automatique, voilà, ouais. Et en fait, la tête elle est déconnectée, les jambes elles marchent, et la tête elle se balade sur le paysage, sur combien de miles encore avant la prochaine source, sur des questions pratiques. Mais en fait, les paysages sont tellement beaux. Il y avait quelques jours, par exemple, là où on grimpait pour passer un col, et j'arrivais au-dessus, je commençais à fondre en larmes, juste parce que de l'autre côté c'était magnifique, et en fait c'était plus fort que moi. Je comprenais pas pourquoi, mais j'étais envahi par une émotion, juste parce que je me prenais une claque tellement le paysage était beau, et je me disais
pourquoi ça arrive, pourquoi j'ai une montée d'émotions comme ça, et c'était juste parce que j'étais content d'être là et j'avais l'impression d'être au bon endroit au bon moment. C'est difficile à exprimer comme sensation, mais pour rien au monde, j'aurais voulu être ailleurs. Ouais. Et vraiment toute l'aventure, parce que c'était quand même long, 3 mois, mais j'ai jamais eu le sentiment que c'était long. Au contraire, à la fin, je me dis la fin approche, mais j'ai jamais eu le sentiment que c'était long. Et le fait d'être dans la nature, moi, ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Ouais. Seul et dans la nature. Avec des animaux bien sympathiques de temps en temps. Il y a les serpents au début. Les serpents, c'est vraiment tout le monde attend son premier serpent parce que c'est des serpents à sonnette et du coup, ça fait un peu de bruit quand on arrive. Et c'est venimeux aussi. Si on est mordu par un serpent, il faut se faire évacuer en 12 heures parce que c'est quand même très dangereux. Mais il y a peu de risques. Les serpents sont pas dangereux. Hein. C'est ça, à moins qu'on commence à essayer de jouer avec. Le seul risque est de marcher dessus en fait. Mais le serpent, il est aveugle, mais par contre, il est pas sourd. Il sent très bien les vibrations. Forcément, ils sont sur le sol. Et du coup, dès qu'il y a une vibration, il fait aller sa sonnette. Mais c'était du coup, on marchait, puis d'un coup, ça sonne. Et on sursaute en se disant il est où et ça fait chaque fois peur et parfois c'était juste des branches et je sursautais quand il y avait une branche parce que j'avais vu un serpent 1 heure avant et à chaque branche je sursautais et ça m'arrive encore aujourd'hui, je cours parfois dans les bois de Meudon et je vois une branche et je me dis c'est quoi, et j'ai encore des petits restes comme ça de crainte de serpent. Mais alors, tu dis qu'il faut se faire évacuer en 12 heures. Comment tu communiquais? Est-ce que tu avais un téléphone? Ouais, j'avais pris mon téléphone avec moi et j'avais pris une batterie portable que je rechargeais 1 fois par semaine et qui me permettait de tenir une semaine sans prise de courant. 1 fois par semaine, j'essayais quand même de me poser dans un hôtel ou une auberge ou en ville, enfin, on va dire une moyenne tous les 7 jours, 7 à 10 jours pour recharger mes batteries, pour prendre une douche aussi. Parce que ça c'est il y a pas toujours moyen de se laver correctement et du coup le téléphone, bon ça c'est le côté pratique, c'est qu'il y a pratiquement toujours du réseau. La plus longue période sans réseau c'était 1 semaine. Bon c'était un peu long pour donner des nouvelles aux proches qui s'inquiétaient un peu. 1 semaine sans donner de nouvelles c'est long, mais sinon il y a quand même du réseau pratiquement tout le temps. Donc pour se positionner aussi, moi j'avais pris un guide papier parce que c'est le côté géographe, j'ai besoin de voir sur la carte là où je suis, voir sur la carte quel est le dénivelé de la journée de demain, là où sont les sources, là où sont les points pour camper et tout. Donc moi j'avais une carte papier, mais avec le téléphone il y a tout le monde qui a une application pour nous dire si on est bien sur le bon chemin ou pas. Ouais, donc t'es toujours quand même en lien avec l'extérieur. On peut toujours être en lien. J'ai essayé donc j'avais un blog que j'ai tenu pendant les 3 mois et tous les soirs j'essayais de publier ma journée. Donc c'était le rituel, c'était le soir, c'était planter la tente, manger et puis faire mon post. Bon, je pouvais pas l'envoyer tous les jours parce que j'avais pas assez de réseau pour uploader les photos, mais au moins 1 fois par semaine j'essayais d'uploader mes photos, mon petit post, c'était mon journal intime, enfin mon journal de bord sur l'aventure. Qui permettait aussi à tes proches peut-être de suivre. Ouais. Avec plus de détails. Ouais, c'est ça racontait mes journées. Puis j'aimais bien écrire. Je me suis pas encore replongé dans mon récit ici, mais je me dis ça va laisser une trace. Peut-être dans des années, je serais content de relire les rencontres que j'ai pu faire parce que j'aimais vraiment beaucoup écrire le soir. Mes journées, j'avais l'impression, en fait, comme on marche 40 à 50 km par jour, c'est tellement riche que j'avais l'impression tous les soirs d'écrire 1 semaine de compte rendu alors que c'était juste une journée. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait le matin? C'était où le matin? Ah oui, c'était là. Oui. En fait, ça paraissait tellement loin parce que c'était à 50 km de là que ça se passait. Mais oui, c'était vraiment le rituel du soir. Et je suis content d'avoir tenu, parce qu'il y a des soirs, quand on a marché 50 km, on n'a pas envie de passer une demi-heure à écrire son compte rendu, mais finalement, je suis content de m'être tenu. Alors de tout ce que tu racontes, on a l'impression que c'était presque parfait, que tout s'est super bien passé. Alors peut-être, hein, mais est-ce qu'il y a eu quand même des moments plus compliqués, des moments de doute où tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, au début, après peut-être 2 semaines, il y avait des moments là où il faisait vraiment chaud. C'était Californie du Sud, du coup il y avait des endroits à 40 degrés. Pas d'ombre. En fait, on s'imagine pas, mais il y a pas de végétation, donc il y a pas d'ombre. Donc ça veut dire que si j'en ai marre du soleil, je peux pas m'arrêter. Enfin, si je m'arrête, il fait plus chaud que si je marche. Et si je veux faire une pause à midi, je peux pas m'abriter du soleil. Donc en fait, le soleil, c'est comme on dit que le soleil il mord, mais c'est vraiment ça. Le soleil il mord partout. Dès qu'il y a un coin de peau, moi j'étais en manche longue, j'avais même des gants sur
enfin des gants et un tour de cou, un bonnet. Il y avait rien comme centimètre carré qui sortait parce que on peut pas avoir de peau à l'extérieur avec le soleil et on peut pas s'abriter. Donc en fait entre 10h et 16h, on marche tout le temps avec très peu de pause et dès qu'il y a un rocher qui est un peu plus grand, on cherche à s'abriter. Et ce qui est drôle, c'est que chaque fois que je voyais un arbre au loin, parce que du coup comme il n'y a pas de végétation on voit loin, je me disais tiens j'y vais voir quelqu'un, et j'arrivais à côté de l'arbre, il y avait quelqu'un en dessous, je voyais un rocher un peu plus grand, il va y avoir quelqu'un, et il y avait à chaque rocher il y avait quelqu'un qui s'abritait, parce qu'on cherchait tous un peu d'ombre, et en général on marchait tôt, on faisait une sieste entre midi et 14h parce qu'il faisait vraiment trop chaud pour marcher, et on repartait. Et il y a des moments là où vraiment c'était dur avec la chaleur, et je me souviens d'une montée là où je devais faire peut-être 1000 mètres de dénivelé sur peu de kilomètres, et j'avais un bidon de 4 litres en main, j'avais 4 litres en plus dans mon sac, j'avais de la nourriture, donc j'avais je sais pas, peut-être 15 kilos sur moi, et j'avais vraiment chaud, et là j'ai appelé ma copine, j'ai pleuré, j'ai dit mais c'est dur, qu'est-ce que je fais là, ça fait je sais pas 3 semaines que je suis parti, il reste 2 mois et demi, ah voilà, tu me manques. Et après, elle m'a dit, oui, mais c'est ton aventure, c'est ton rêve et tout, donc. Ça fait partie aussi. Ça fait partie, voilà. Elle m'a soutenu et puis elle m'a dit, tu dois continuer et tout, donc voilà, ça fait. Ça rebooste et puis voilà. Mais il y a des moments, c'est forcément un peu plus dur. Là, il y a la chaleur au début, il y a les moustiques sur la fin, là où il y a des moustiques partout, et il n'y a pas un seul moment là où on peut être tranquille. Donc là aussi, il faut sortir des gants. Il y avait une moustiquaire pour ma tête. Il n'y a pas un seul moment, même pour manger, du coup, on essaie d'enlever la moustiquaire, mais les moustiques viennent sur les mains, sur la bouche. Il n'y a pas un moment là, on est tranquille pour faire quelque chose, tellement il y a des moustiques autour. Donc c'est des moments là où on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Et pourtant le lendemain, on a déjà oublié que c'était pénible, quoi. Tellement c'est beau, tellement on est quand même finalement content d'être au milieu de rien, en train de voir des paysages dingues, de profiter. Ouais. Et la fin de ton aventure, si je me trompe pas, tu t'es blessé. Ouais, en fait après du coup le côté manger des miles c'est bien, mais pas écouter son corps non plus, ça a des petites conséquences. Et après 60 jours, j'avais pas fait de pause, donc pendant 60 jours d'affilée, j'ai marché minimum 40 km par jour pendant 60 jours, sans faire de break, sans m'arrêter. Même les jours là où j'allais faire un ravitaillement, je faisais le ravitaillement aller-retour, je remarchais le lendemain. Et du coup, après 60 jours, j'ai fait un break de 5 jours, parce que je devais reprendre du poids, et parce que j'étais fatigué aussi, mais c'était pas que mon corps, c'était ma tête. J'étais fatigué de me lever le matin et de marcher sans me poser. Et là, j'ai senti que je devais avoir un rythme un peu plus cool, donc il restait un mois à ce moment-là. Et sur le dernier mois, j'étais un peu plus cool, même si finalement c'était toujours des journées à 50 km, mais j'essayais de faire une journée de repos de temps en temps. Et à la fin, j'ai eu une espèce de tendinite au pied. Mon tendon était tellement enflammé que ça tirait sur mon os du pied, et j'avais une déformation sur mon pied. Bon, c'était pas très beau, mais j'ai envoyé une photo à ma kiné en disant qu'est-ce que je dois faire. Elle m'a dit stop. alors j'ai dit bon. Bah non. j'ai dit j'arrête dans la prochaine ville. Et alors l'histoire, c'est qu'on arrive dans cette ville-là, c'était Cascade Locks, donc c'est la frontière entre l'Oregon et Washington. Donc j'arrive. J'avais dit à tout le monde, j'avais dit à ma copine, j'avais dit sur Instagram, parce que je racontais aussi mon périple. J'avais dit à tout le monde, j'arrête. Et du coup, j'arrive, je plante ma tente, et puis il se passe un jour ou deux, là où j'étais en repos, j'attendais des amis qui étaient derrière, que j'avais dépassé pendant le périple. Et puis le samedi soir, je vois qu'il y a une narge d'arrivée qui est en train d'être installée à côté du campement là où on est. Puis je dis mais il doit y avoir une course ici, c'est bizarre. Et du coup, je vais voir l'organisateur et je dis tiens, il y a une course. Il me fait oui, il y a une course demain, il y a un 5, un 10 et un semi-marathon qui sont organisés. Je fais mais c'est magique ça, je suis passionné de course à pied, est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire? Et du coup il me dit non, mais c'est complet depuis des mois, puis vous savez c'est pas donné, le 5 km était à $70 et le semi-marathon était à plus de $100. Et moi j'étais là, non mais vous savez j'ai marché 3200 km, c'est un hasard que je sois là et tout, ce serait le rêve de faire une course. Et du coup il me dit non c'est pas possible, et du coup je repars dans ma tente, j'étais super déçu. Et je me connecte sur Facebook, je vais voir sur le Facebook de l'événement,
Et je vois qu'il y a une madame qui a mis un mot, elle dit je suis blessée, je donne mon dossard au premier qui commente. Et elle a mis le post 2 minutes avant que je vois son commentaire. Et du coup, j'ai dit je suis là, je suis sur place, je cherche un dossard. Et elle me dit pas de souci, je vous donne mon nom, vous allez le retirer. Elle me donne son nom, je vais le retirer. C'était pour quel format? Et du coup, j'arrive, je savais pas c'était quel format. Je vais le retirer en me disant tiens, j'espère que c'est un 5 ou un 10. Je parie que c'est loin. Et c'était un semi-marathon. Et du coup, forcément, j'en parle pas à ma copine parce que sinon elle m'aurait descendu, j'en parle à personne, je suis content, je rentre. Je rentre à ma tente et puis je me dis mince, j'ai que mes chaussures de randonnée qui font 1,5 kg chacune. Qu'est-ce que je vais faire? Et je parle avec des autres marcheurs, ils me disent tiens, là il y a une poubelle là où tous les randonneurs ils jettent leurs chaussures usées, tu vas peut-être trouver une paire de baskets trail qui sera pas typée chaussures de rando. Du coup, je vais dans cette poubelle. Et je trouve une paire en pointure 48, alors que je fais du 45, hein. Donc, je me dis, bon, ça va être folklorique, ce semi-marathon avec une paire 48. Et finalement, il y a un autre type qui arrive à trouver une paire 44 et demi. Donc, j'avais les pieds un peu à l'étroit, les chaussures étaient défoncées parce qu'ils avaient déjà fait des milliers de kilomètres. Et je me suis retrouvé le lendemain avec ma tenue de randonneur, donc mon short de randonneur, mon t-shirt tout sale, ma barbe de 2 mois et demi au départ de la course avec le dossard. Et ça faisait, du coup, 3 mois que j'avais pas couru parce que j'avais arrêté un peu avant de partir. Et c'était incroyable comme moment parce que j'étais sur la première ligne au départ. Il y avait 1000 personnes, il n'y avait pas un niveau de ouf sur la course et je me suis retrouvé sur la tête de la course dans les premiers kilomètres. J'étais excité comme une puce aussi à l'idée de recourir après 2 mois et demi. Mais j'étais dans le peloton de tête au début, j'ai fini 10e sur la course, mais en dehors de la performance, c'était fou de me dire j'avais marché autant, me retrouver là et d'avoir trouvé un dossard et tout, et je me suis dit mais c'était comme si le destin a voulu que je fasse cette course et que je sois encore là au bon moment, au bon endroit. Et du coup j'ai parlé toute la course avec la première féminine. C'était une marathonienne qui avait fait plein de marathons dans le monde et tout, et on discutait, je lui disais je viens de marcher 3200 km là ici, j'ai pas couru depuis des mois. Après 15 km j'étais complètement cuit, j'avais les jambes qui étaient comme des bâtons, c'était horrible. Et elle a terminé première féminine, on a fait toute la course ensemble, elle a fait 9e, du coup j'étais 2e féminine parce que j'avais un dossard de fille. Bravo. Mais c'était vraiment l'aventure dans l'aventure, quoi. Et après, quand forcément j'avais mal aux pieds, donc c'était pour ça que je m'étais arrêté. Donc faire un semi alors qu'on s'est arrêté parce que son kiné a dit stop, c'était pas la meilleure idée, mais je me suis quand même senti tellement bien de faire cette course. Et après je me suis dit je peux pas m'arrêter là. Du coup je venais de traverser la Californie, je venais de traverser l'Oregon, et il me restait un état, il me restait Washington avant d'arriver au Canada. Et j'avais plus le temps, hein, parce que comme j'avais pris un peu de jours pour me reposer avec la blessure, j'avais plus le temps d'arriver jusqu'au bout. Mais je me suis dit le pied avait tenu. Ouais, le pied avait tenu, ouais. Le corps est assez incroyable, hein, sûr. Et du coup je me suis dit tiens, je peux pas m'arrêter. Et il faut que je marche un peu en Washington pour dire j'ai marché sur les 3 états. Et après le semi-marathon, j'avais tellement de courbatures. J'ai jamais eu autant de courbatures de ma vie, alors que je faisais beaucoup de courses. Mais là, c'était faire 3 mois sans course, que de la marche, et puis d'un coup faire de la course à pied. J'ai marché comme un robot pendant 2 jours, et après je me suis dit, donc j'étais toujours à la ville. J'étais resté 2 jours de plus pour me reposer. Je me suis dit tu vas repartir faire une semaine, et j'ai refait une semaine pour faire quelques jours dans Washington, dans l'état de Washington, et voilà, mon pied a tenu. Quand je suis rentré, quand même, j'ai été sage pendant une semaine ou 2, mais le pied a tenu, ouais. Et comment a réagi la compagne et les amis Ma copine, quand je lui ai envoyé la photo de la médaille en disant, c'est ça la médaille. Et puis elle a fait, je suis sûr que c'était le semi. Et effectivement, c'était le semi. Et la médaille est super belle. En plus, c'était le pont. En fait, il y a la rivière Columbia qui passe entre les 2 États, et il y a un pont qui s'appelle Bridge of God. Donc le pont des dieux, c'est un pont qui est tout en métal. Et le départ de la course, c'était de l'autre côté du pont. On traversait le pont avant de repartir de l'autre côté. Et comme j'étais sur la première ligne, j'ai pu traverser le pont tout seul. Il était juste pour moi. Et du coup ça reste un souvenir de dingue. Et quand j'ai dit à Aurélie ok, j'ai fait la course, je me suis engueulé un peu parce que j'avais promis que je ferais du repos, et mes parents, quand j'ai envoyé, ils avaient fait mais c'est quoi ce malade qui nous dit qui dit à tout le monde qu'il va s'arrêter puis qui fait un semi-marathon. Mais après, avec le recul, j'aurais eu tellement de regrets si j'avais pas fait cette course. T'as aucun regret au moins. Et oui, c'était vraiment ce pont-là, il a de la valeur aussi parce que avant de partir, j'avais lu le livre Wild, donc c'est le livre de Cheryl
une américaine qui a marché sur ce sentier et qui l'a popularisé à travers ce livre. Et elle s'arrête à ce pont-là parce que c'est la fin de son aventure. Elle a estimé qu'elle avait assez marché. Et du coup, y arriver, penser à ça, faire la course et tout. Enfin, c'était vraiment, ouais, c'était magique d'arriver là, de faire une course à cet endroit-là et tout, et de pouvoir continuer encore quelques miles en plus. Bon. Génial. Et le retour? Et du coup, après retour, bah déjà, c'était des retrouvailles qui font du bien avec ma moitié, retrouvailles avec mes amis, avec mes parents aussi, retrouvailles avec un rasoir. Pendant 3 mois, je me suis pas rasé une seule fois, donc j'avais une barbe de 3 mois avant de partir. Il y a des petites photos sur le blog dont on mettra le lien. Et puis le retour, au début, c'était pas trop dur parce que j'étais content de rentrer, j'étais content de retrouver ma copine, j'étais content de me remettre, oui, de me remettre aussi dans la recherche d'un emploi parce que je voulais pas rester trop longtemps au chômage. Donc ouais, je suis revenu, j'ai cherché directement et comme j'avais un objectif de me dire tiens, je vais chercher de l'emploi, je suis revenu, j'ai commencé à postuler une semaine après, j'ai commencé à postuler à des offres et j'ai eu des entretiens, j'ai eu de la chance, ça a matché directement et c'est drôle mais avant on me disait tous, on me mettait en garde genre tu vas partir 3 mois, ça va être difficile, mais à chaque entretien ils disaient mais qu'est-ce que vous avez fait ces 3 derniers mois, puis je disais mais j'ai traversé une partie des États-Unis à pied et pendant 1 heure on parlait de ça. Ouais. Et c'était moi-même qui devais dire à un moment est-ce qu'on peut revenir sur l'entretien ou... J'ai des compétences. Et du coup c'était chaque fois j'étais le candidat qui se détachait un peu parce que j'avais fait quelque chose. Et donc finalement c'était on m'avait dit tiens tu aurais du mal ou t'es sûr que c'est une bonne idée, et finalement c'était plutôt une force de dire tiens je suis parti dans mon aventure, j'ai été au bout de mon rêve et finalement ça je m'en suis servi comme une force pour retrouver un boulot. Pas de blues après Et donc oui, à partir du moment là où j'ai trouvé un boulot, j'ai signé, en fait on était fin septembre et j'ai signé pour commencer début novembre. Et donc là je me suis retrouvé fin septembre dans le vide sidéral quoi. Genre j'ai plus de recherche de boulot à faire. J'ai plus de course à pied à faire parce que là pour le coup en revenant j'ai recouru directement 2 semaines après, j'ai fait un trail de 50 km et bien sûr et je me suis fait mal et un truc qui demande plus que 2 semaines de repos et donc plus de sport, plus d'objectifs de recherche de boulot, plus rien en fait, et là c'est juste être à la maison parce que forcément on a des amis mais ils travaillent la journée, la semaine en tout cas, donc c'est être à la maison dans un appartement et de se dire qu'est-ce que je fous là quoi. Et là c'était un peu la dépression ouais. Et prise de poids, se dire je veux repartir ou enfin je me sens pas bien là au temps présent quoi. Et du coup heureusement quand j'ai recommencé un boulot c'est de nouveau la vie sociale, professionnelle et de nouveaux objectifs professionnels, familiaux, sportifs aussi. Mais il y a eu 1 mois là où vraiment je me suis dit tiens le retour est difficile quoi, parce que pendant 3 mois j'avais tellement de liberté sur mes journées, sur la nourriture. C'est drôle mais j'ai tellement mangé tout et n'importe quoi que revenir et me dire tiens tu peux plus manger 4000 calories par jour sinon tu vas faire sinon ça risque d'être problématique. Parce que j'ai perdu 10 kilos mais j'en ai repris 15, du coup ça fait quand même 5 en plus qu'au point de départ, et se dire tiens cette alimentation-là, il faut changer, revenir, mais il faut réhabituer le corps parce que le corps simplement, il me disait tiens, mais nourris-moi comme tu m'as nourri pendant 3 mois. Et il peut pas se dire tiens non mais il y a moins d'exercice. J'ai juste faim tout le temps quoi. Et forcément comme j'avais pas de boulot, que j'étais à la maison, j'avais faim tout le temps, je mangeais tout le temps. Je courais pas. C'était un cocktail un peu. Ouais, tout ce qu'il faut pas. C'était le passage difficile. Hein. Ouais. Est-ce que cette aventure t'en a appris un peu plus sur toi? Est-ce que t'avais je sais pas, je suis sûre qu'on t'a posé plusieurs fois la question, est-ce que t'es parti avec des questions, t'es revenu avec des réponses ou pas du tout, on va faire un peu de philosophie. Ouais, c'était ma mère, elle me disait s'il veut partir, c'est qu'il a des questions, il a des questions des réponses à chercher, mais je sais pas si j'avais des réponses ou des questions, j'avais juste envie de partir parce que je me suis dit tiens, dans la vie, si l'occasion se présente pour faire quelque chose dont on rêve, pourquoi refuser? Là, j'avais l'occasion de le faire, pourquoi le refuser? Parce que après peut-être que l'occasion elle se représente pas pour différentes raisons, parce que tu prends un chemin différent quoi, et là si l'occasion elle se présente de le faire, t'as pas 1000 questions à te poser quoi, fais-le. Et puis et donc j'avais pas nécessairement de questions spécifiques sur ma vie. Comme j'avais quitté mon emploi, j'avais des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'un boulot derrière l'ordinateur, c'est ce que je refais quand même aujourd'hui, mais est-ce que ça me plaît de faire ça 5 jours sur 7, alors que j'aime bien la nature, j'aime bien les grands espaces? Est-ce que
Je réfléchissais à faire un boulot plutôt vers l'enseignement. Est-ce que l'enseignement ça me plairait? Enfin, il y avait quand même des questions comme ça. Mais j'ai pas nécessairement trouvé de réponse à ça pendant mon périple. Par contre, il y a eu des rencontres. J'ai rencontré un Allemand que j'ai revu beaucoup depuis parce qu'on est resté en contact. Et Carsten, il s'appelle, il a 40 ans. Et je le rencontre un soir, on s'attable dans un camping et puis il me dit tiens, j'ai vu un truc passer dans les réseaux sociaux qui s'appelle 24 heures challenge. Donc pendant 24 heures, on marche le plus loin possible et on regarde combien de kilomètres on fait. Mais j'arrive pas à trouver quelqu'un d'assez fou pour m'accompagner. Et ça, c'était sur la fin de mon aventure et j'étais fatigué et tout. Et quand il a dit ça, moi j'ai dit tout de suite, je t'accompagne, ok. Et on part. Et du coup, avec lui, on s'est levé à minuit, à 11h30. On avait été couché à 5h la veille. On s'est levé à 11h30. À minuit, on a commencé à marcher avec les frontales sur la tête. Et on a marché. Et on prenait des relais, tous les 2 heures on se relayait, on marchait. Et après 64 kilomètres, donc c'était déjà une longue journée ça. Et j'étais vraiment au bout de ce que je m'imaginais, moi, mes limites. Je me souviens, il a pris une photo de moi, j'étais couché sur le chemin et j'étais épuisé quoi. Et lui, il avait l'air encore assez frais. Et à un moment, il me dépasse et puis il me dit je continue un peu et puis moi je restais derrière et en train de manger mon Snickers. Et je me dis dans ma tête là il y a un type de 40 ans qui est en train de te mettre une raclée sur le truc que t'aimes, c'est la condition physique, sur le dépassement de toi. Est-ce que tu peux pas aller plus loin? Et du coup je me dis ok, je vais essayer d'aller plus loin. Et j'ai repris mon sac à dos, je l'ai rejoint et je me suis collé à lui, vraiment genre mes yeux, j'ai fixé son sac et je me suis dit je vais pas lâcher. Et c'était genre de la fierté, plein de choses Lego, quoi. Ouais, de l'ego et tout. Mais j'ai pas lâché. Et c'était dur au début sur les premiers kilomètres là, mais je me souviens dans les derniers kilomètres, mon corps il avait complètement déconnecté et j'avais été plus loin que ce que je m'étais imaginé comme limite. Et on a fini la journée à 85 kilomètres. Donc c'était mon record de distance absolue même en course à pied, j'avais jamais couru autant. Et me dire là aujourd'hui 85 kilomètres, ça me paraît tellement énorme. On a fini à 20h, on s'est effondrés tous les deux. Mais je me dis si j'avais pas été poussé par quelqu'un sur là les limites, j'aurais pas été. Et on peut se dire bon, à quoi ça sert de marcher 85 km, ça sert à rien, j'aurais pu le faire en 2 jours. Mais c'est juste que parfois on a des limites qu'on s'impose en se disant tiens, je peux pas faire plus, ou vraiment j'avais l'impression que même ma tête elle disait non, c'est pas que ton corps, c'est ta tête aussi, et qu'on peut dépasser en étant inspiré par quelqu'un là où il y a toujours moyen de dépasser ses limites. Et souvent à mon avis on se met nous-mêmes, on se met des limites parce que on se dit tiens, je peux pas aller plus loin, je suis pas capable. Mais je pensais pas être capable de faire. On avait dit au début on va faire je sais plus, c'était 70 ou 75 parce qu'il voulait battre un ami qui avait fait autant, et finalement 85 ouais. Donc ouais, les seules limites en fait c'est celles qu'on se fixe, je pense. Ouais. Mais c'était voilà, c'était juste pour ajouter ça. Ouais, c'est ce que t'as appris en tout cas. Ouais, c'est ce que j'avais vraiment appris là sur moi, et ça ouvre beaucoup de possibilités et pas que sur le sport, je pense sur la vie en général, sur la vie professionnelle par exemple, aussi parfois on se dit moi par exemple au-dessous des cartes, c'était un rêve et je m'étais pas dit tiens, je pourrais faire ça. Puis quand je suis arrivé, je me suis battu, j'ai essayé de bien faire ce qu'on me demandait de faire, je faisais ça avec passion, et en fait quand tu fais les choses avec passion et quand tu veux quelque chose, rien t'interdit de rêver quoi. Ouais. Faut essayer en tout cas pour pas avoir de regrets. Ouais, voilà. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Ce que je te propose pour terminer cet échange, c'est de passer à une petite rubrique qui s'appelle les questions tac au tac. Donc l'objectif, c'est il y a quelques questions. Le but, c'est que tu me répondes le plus rapidement possible. La première chose qui te vient à l'esprit. Tu peux revenir après sur ta réponse si tu t'es trompé. Mais voilà, c'est juste quelques questions. Sur le Pacific Crest Trail, ta plus belle rencontre? Est-ce que tu l'as cité déjà? C'est Carsten, c'est sûr. C'est le fou qui t'a permis de faire 85 km. C'est mon allemand, et ce qui est drôle, c'est qu'après les 85 km, on a dormi, donc on s'est arrêté à 20h, on a dormi
8 heures le lendemain, on a marché 16 km pour aller en ville, on se retrouve à une pizzeria, on commande chacun une pizza, on mange la pizza, et à la fin, je le regarde, je dis, ça te dirait de se partager une pizza supplémentaire? Et il me regarde, il fait, mec, t'es fou, moi je me reprends une pizza pour moi tout seul. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment trouvé ce mec est génial. C'est mon âme sœur. Ta pire rencontre? Ça, c'est peut-être les moustiques. Ils étaient nombreux. C'est pas le serpent à sonnette, c'est les moustiques. C'était les moustiques, ouais, j'avais des piqûres partout, j'avais compté un jour, j'avais plus de 30 piqûres sous le corps, ça me grattait, c'était vraiment horrible, les moustiques. Un conseil à ceux qui souhaitent se lancer dans une aventure comme celle que tu as réalisée? Pas réfléchir, il faut juste y aller et pas écouter des gens qui disent toujours que c'est difficile ou qu'il y a plein qui mettent en alerte ou faut vraiment écouter son cœur. Peut-être des peurs aussi, ouais, sur toi. J'ai rencontré une fille il y a pas longtemps qui part cette année là, qui part de fin avril. Je lui ai juste dit d'y aller, quoi, vivre son aventure et tout. Et elle posait plein de questions sur comment se ravitailler et tout. Moi aussi j'avais les mêmes questions au début, mais maintenant je me dis faut pas non plus trop préparer. L'aventure, c'est aussi laisser une part d'imprévu. Une part d'imprévu, ouais. J'avais trouvé une citation, là je l'ai plus elle est sur le blog quelque part, qui disait que il y a pas d'aventure sans imprévu, ou je sais plus comment elle disait, mais il faut quand même laisser une petite part d'imprévu, et c'est justement ce qui fait l'aventure, quoi. Ok. Est-ce que tu écoutais de la musique sur le chemin? J'écoutais pas sur le chemin, mais par contre dès que je m'arrêtais toutes les semaines, j'étais en manque de musique, c'était quelque chose qui me manquait, et donc j'écoutais de la musique quand j'étais à l'hôtel et que j'avais un peu pour recharger. Ouais. Alors, je vais faire une playlist du podcast où je demande en fait les chansons inavouables quand vous faites du sport. Et donc, j'aimerais beaucoup que tu me donnes la tienne. Ma chanson préférée, je pense que j'ai écoutée, c'est Queen, c'est Show Must Go On. Ok, super. Un mot pour résumer ton aventure? Je dirais immensité. Pas parce que c'est beaucoup de kilomètres, mais parce que les espaces aux États-Unis, faut vraiment y aller pour se rendre compte, mais pendant 300 km parfois, il n'y a pas une route, pas un câble électrique, et on a vraiment l'impression d'être tout petit dans la nature, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Pour terminer, est-ce que tu as d'autres aventures de prévues? J'ai acheté une maison. C'est une belle aventure. C'est une aventure. Le fameux prêt qui ne t'engageait pas il y a un an. C'est ça, voilà. J'avais pas de prêt immobilier, j'avais pas d'engagement, et là c'est un gros engagement. Pour moi, c'est un gros engagement qui suis attaché à ma liberté. Et sinon, j'ai un marathon dans quelques semaines, fin avril. C'est la prochaine aventure sportive, mais ouais, j'ai plein d'autres randonnées qui me font rêver ailleurs. On verra. Je vais laisser ça mûrir dans ma tête. Ça marche. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à toi. Et voilà, merci beaucoup. Là, va falloir que je me retienne de pas partir faire le Pacific Crest Trail demain. Je te donne des conseils volontiers, si tu veux. Ça marche. Merci beaucoup, bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour retrouver le détail de cet épisode, et notamment le lien vers le blog qu'Antoine tenait durant son périple, rendez-vous sur www.50nuancesdesport.com en cliquant sur l'article dédié à cet épisode. Pour suivre le podcast, vous pouvez vous abonner via votre application, et pour vous tenir informé de la sortie des prochains épisodes, c'est sur Instagram que ça se passe, @50nuancesdesport. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très vite!